Bonjour à tous. Heureux d'être là parmi vous et de pouvoir présenter ce talk. Quand les trois petits goldies jouent dans le zoo de Capitaine Cube. Au sommaire aujourd'hui, parler de l'environnement. Donc on va pas faire la prépa complète parce que sinon je ferai que le talk sur ça, voire peut-être même plus. Il va y avoir le compte à proprement parler. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être lu l'abstract et vous allez comprendre pourquoi. Il va y avoir une petite démo. Donc on va se focus sur le chaos engineering et on va essayer de trouver une morale à notre histoire. Je m'appelle Jérôme Masson, je suis cloud builder chez Witscale. Vous avez mon Twitter, vous pouvez certainement voir passer des tweets. J'ai tendance à raconter n'importe quoi sur Twitter. Je suis développeur advocate sur le démo programme de Civo. Donc Civo, c'est un cloud provider assez jeune, pas trop mal. Et donc du coup, pourquoi j'en parle, c'est qu'aujourd'hui l'infra cloud que je vais utiliser, ce sera le Civo Cloud. Et je vous expliquerai aussi pourquoi quand on y sera. L'idée de ce talk est venue il y a un an et demi, quand ma femme est arrivée me disant je suis enceinte. Je me suis dit ouais, cool. Et moi je voulais reprendre les talks, donc je me suis dit quelque chose qui peut être intéressant. C'est ma passion, les talks, Cube, et mon petit bout, et de savoir comment j'allais lui raconter mon métier. Donc aujourd'hui je suis incapable de raconter mon métier à ma femme. Je suis formateur pourtant pour des troisième années de faculté d'informatique. Et pourtant, j'arrive pas à lui expliquer mon taf. Et donc je me suis dit, je vais essayer d'allier ces deux mondes-là. Je sais que des contes, je vais en avoir tous les jours. Et en plus, c'est notre rituel du soir pour le coucher. On est tout le temps en train de lui raconter une histoire, tous les soirs. On n'en raconte qu'une par contre. Et l'idée, c'était de dire, voilà, je vais essayer de prendre le meilleur de mes deux mondes et on va mettre ça autour d'un conte. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est les trois petits cochons. Sauf que j'aime pas forcément. J'aime bien l'oral, j'aime bien les talks, j'aime bien parler. Si vous me voyez en dehors, j'ai la tchatch. Mais là, c'est ma première en solo avec une captation. Donc du coup, j'aime bien m'appuyer aussi sur des effets visuels. Donc c'est pour ça que vous avez mes co-speakers aujourd'hui. Donc vous avez Captain Cube, donc, qui est le propriétaire du zoo et qui sera le storyteller de notre petit conte. Vous avez Goldie qui va se transvestir en trois applications. Donc Goldie, ce sont des Goldie et Captain Cube, ce sont des caractères, donc des personnages de la CNCF pour illustrer des concepts, donc Kubernetes pour Captain Cube, vous l'aurez compris. Et Goldie, c'est une application en Go, tout simplement. Et ensuite, on a Litmus. Alors, il n'y a pas vraiment de logo. Le logo Litmus est assez moche. Mais bon, c'est comme ça. Et j'adore Petit Loup. Et je me disais, c'est sympa. Donc, du coup, mon Litmus KO à moi, c'est le Petit Loup. Niveau environnement. Donc, comme je vous disais, je vais pas la préparer. J'ai choisi Civo Cloud parce que pour provisionner un cluster sur Civo Cloud, c'est 2 minutes montre en main. C'est-à-dire qu'en fait, vous provisionnez votre cluster, ça va prendre vraiment 2 minutes. Par contre, quand vous provisionnez des nœuds ou quand vous faites des infras un peu plus complexes, ça prendra 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai pas envie de mettre mon talk en péril potentiellement sur la fin, donc l'infra est déjà provisionné. Donc au niveau de l'infra, on a du Civo Cloud qui va héberger un cluster Kubernetes, toute la gestion DNS de l'environnement avec un peu de firewalling. Bon, c'est ouvert au 80, donc vous pourriez y accéder. Au niveau infra, donc on repose sur du Kubernetes. On a du Litmus pour le chaos engineering. Et on a du Terraform pour provisionner l'infra. Sur toutes les technos que vous avez là, on va faire un petit vote à main levée. Qui connaît Civo? 3. Qui connaît Litmus? Litmus KO. Connaît juste de nom ou l'a vu un jour en passant. 1. Terraform. Ouais, c'est cool. Et Kubernetes? Ok. Qui pratique Kubernetes en production? Oh, il y a moins de mains. Donc l'idée, c'est de parler de ces environnements-là. Donc au niveau infra, je vous disais Terraform Civo, on a du Cube, les applications c'est via du Helm, donc si vous faites du Kubernetes, souvent vous allez faire du Helm ou du Customize. On voit plus souvent du Helm, voire du Helm avec Customize. Donc c'est du templating et de l'enrichissement, des fois on a tendance à vouloir mélanger les deux. Ensuite on a l'application Go qui elle va être déployée avec Helm. Sachant que cette application Go en fait elle est basée sur Potatohead, donc c'est un outil pour apprendre en fait à faire et à déployer des applications dans Cube et qui est utilisé par Litmus KO par défaut pour vous montrer le chaos engineering. Donc ils ont des scénarios tout prêts sur l'application Potatohead. Aujourd'hui moi je me suis dit on va pas utiliser Potatohead, j'ai pris le concept, c'est-à-dire une application web
donc qui est coupé en deux morceaux, un front qui affiche une image et un back qui sert l'image. Donc c'est-à-dire que dès que le back est indisponible, l'application ne fonctionne plus. L'objectif, c'est quand même des objectifs techniques, hein, c'est pas que de faire un compte et de faire mumu sur scène, c'est aussi de parler de ce qu'on fait dans Kubernetes. Donc on parle de patterns et d'anti-patterns. D'anti-pattern, est-ce que quelqu'un voit à peu près de quoi je parle? Un anti-pattern, en fait, c'est quelque chose que vous allez faire dans Kubernetes pensant que c'est une bonne chose, et en fait ça va se retourner contre vous. Et des fois des patterns qui peuvent paraître très intéressants, au final peuvent vraiment devenir votre pire cauchemar dans cette application. Pour info, ce talk je l'ai joué en juin, dans un camping, c'était cool. Et je l'ai joué en mode horreur, parce qu'au final, souvent ça vire au cauchemar. Quand on fait des erreurs en production sur Kube, on a une application qui ne fonctionne plus, et selon votre environnement de production, ça peut vite poser des problèmes. Donc on va essayer de démystifier tout ça, et puis on parlera un petit peu coût. J'ai pas de chiffre exact côté coût, mais on pourra en discuter et on pourra en parler un peu après. Et je sais qu'il y a pas mal d'experts cloud aussi en bas. Donc si vous voulez, on pourra toujours aller les voir pour affiner certains des sujets. Donc maintenant, on va laisser la parole à Captain Kube, qui va nous raconter son histoire. Il était une fois. Non loin d'un cluster Kubernetes, vivaient 3 applications Go. Elles souhaitaient construire leur maison. Leur maman leur appelait « Attention, faites attention, il faut lire la documentation avant d'aller dans Kubernetes. » Cependant, nos applications étaient un peu pressées. La première, celle qui s'appellera Goldie Red, ou Red, voulait aller vite et s'est dit « Chouette, 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 je vais sur Kubernetes ». Et elle se déploya en principe de monoréplica. Monoréplica, je vous expliquerai tous les concepts Kube après, j'ai des petits schémas pour ça. La seconde application qui construisit sa maison en bois, donc on change de matériaux, on fait un peu mieux, et elle faisait du multi-réplica. Elle s'est dit c'est cool, hein, je vais faire du multi-réplica avec de l'affinité par nœud. La troisième application, elle, prenait vraiment le temps de lire la doc, et elle s'est dit au final, au niveau architecture, peut-être que les deux autres avaient tort. Et je vais plutôt moi faire du multi-réplica avec des notions d'anti-affinité et d'affinité. Sauf que dans le zoo, on rôdait Litmus. Donc Litmus était déjà présent dans le zoo, notre petite application arrive, et Litmus était un petit personnage qui avait bien chamaillé ces nouveaux arrivants dans le cluster Kubernetes pour s'assurer qu'elles avaient bien le droit d'être là et qu'elles ne faisaient pas trop de bêtises. Et généralement, il jouait avec elles à la nuit tombée pour éviter de les gêner en journée. La nuit tombe sur notre environnement. Litmus, qui voyait notre première petite application Red, qui était arrivée la première dans le cluster, s'amusa avec elle, jusqu'au moment où notre petite application mourut. Comme je vous disais, notre application s'est déployée en monoréplica. Donc l'application front-end, back-end. Monoréplica, si je tue mon back-end, je n'ai plus d'image, l'application ne fonctionne plus. Jusque là, c'est un concept assez simple, qu'on soit sur du legacy ou sur du cube. Seulement, nos deux autres applications n'étaient pas au fait que leur sœur était morte, parce qu'elles jouaient de leur côté dans leur environnement. Jusqu'au moment où Yellow disparut du cluster. Yellow avait pris le concept de multi-réplica avec affinité de nœuds. Multi-réplica avec affinité de nœuds lui permettait de distribuer son application en fonction du type de nœud et d'informations qu'elle typait sur les nœuds Kubernetes, lui permettant de faire une architecture dont elle allait décider elle-même sa stratégie de placement. Sauf que le petit loup Litmus était assez joueur hein, et il détruisait des nœuds Kubernetes. Ce faisant, en fait, il tuait l'application, sauf que Kubernetes ayant un super pouvoir de self-healing, donc il est capable de remettre l'application en état, lui permettait de revenir. Sauf que Litmus était vraiment très méchant, et donc du coup, il tua un deuxième nœud. Et la stratégie de Yellow s'est retournée contre elle, parce qu'elle ne pouvait plus déployer son backend. Et donc du coup, elle n'était plus en capacité de servir son application. Troisième petite application, Green. Green, là, elle commençait à se douter quelque chose. Normalement, elle voyait ses frères un peu souvent, et là, elle les voyait plus depuis un moment. Jusqu'au moment où Green avait fait une maison en briques, et elle a pris le temps de lire l'application. Le principe d'anti-affinité était de dire une seule application, si possible, quand elle démarre, par nœud. Et le back-end va être au plus proche du front-end.
Sauf qu'il n'y a pas de stratégie de nœud, c'est uniquement des stratégies applicatives. Ce faisant, même si Litmus était très joueur, notre petite application pouvait se redéployer, et même s'il était vraiment très joueur, notre petite application pouvait vraiment se redéployer de partout. Donc ce qui fait que votre application a toujours ces deux réplicas, donc 2 x 2, et du coup peut toujours servir et le flux applicatif et votre environnement, sans coupure. Bon, s'il est vraiment très joueur et qu'il coupe le troisième nœud, effectivement, ça peut faire plus de dégâts. Le jour se lève. Donc il y a un petit disclaimer que vous voyez en bas. Effectivement, les applications sont vraiment maltraitées dans cet environnement-là. C'est le principe du chaos engineering. Le compte est fini. Prendra la morale après. On va faire la démo. Donc là, je vais aller manipuler Litmus KO. J'ai déployé les applications. Et on va parler architecture du cluster cube. Donc tous les concepts que je vous ai montrés avant, on va les revoir. Et on va les revoir sur le concept avec Litmus KO et voir réellement ce qu'il fait. Et quel impact ça a et qu'est-ce qui se passe réellement dans votre cluster. Et est-ce que ça a un vrai impact ou pas en fonction de votre type de workload que vous allez déployer dans Kubernetes. La maison de paille. Donc là, on a Red qui a son architecture, donc son front-end en bleu, son back-end en jaune. Si je détruis le nœud, effectivement, l'application ne fonctionne plus parce qu'elle a une incapacité de se déployer que sur un seul nœud. Elle a pris le parti de faire du monoréplica, mais elle n'avait qu'un seul nœud de travail. Si je bute le pod, donc le pod de back-end, en fait, Kubernetes, comme je vous disais, a la capacité de remettre ce pod-là de back-end en route, mais avec un certain délai, en fonction de plein de choses. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en ce faisant, en fait, on va créer un incident côté Kubernetes. Donc je vais aller voir les pods de Red. Donc vous voyez que j'ai bien un main, un body. Donc vous avez le nom du talk au départ et après vous avez main body. Donc le body va servir une image. Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc l'image au centre que vous avez, c'est servi par le back-end. Et le contenant, en fait, est servi par le front. Donc c'est simplement une image qui est déployée là-dedans. L'idée de Litmus, en fait, KO, ça se présente comme ça. Vous avez une IHM qui s'appelle le Chaos Center. Donc il est installé au sein du cluster Kubernetes. Il va avoir en fait plusieurs outils, des opérateurs, un front-end, un gestionnaire de workflow qui est basé sur Argo Workflow, dans lequel en fait on va définir un scénario de chaos engineering. Et par rapport à ce scénario de chaos engineering, en fait, il va être joué dans mon environnement. Donc il peut être joué en production, il peut être joué. Alors si vous le faites en prod, faites attention. Hein, mais il peut être joué en dev, par exemple, pour garantir qu'un développement est bon et qu'il peut aller du coup dans le step suivant. Fonctionnement est assez simple. Une fois que je l'ai installé, donc là, c'est limite de l'install from scratch. Je l'ai installé hier soir. Les scénarios, je les ai terminés ce matin. J'ai un YAML, je fais du copier-coller, c'est terminé. Je peux jouer mes scénarios quasiment à l'infini. Je pourrais même les chroner si je voulais, c'est-à-dire les jouer toutes les 5 minutes, toutes les heures et les laisser tourner sans aucun problème. Donc c'est assez simple à prendre en main. Donc par défaut, quand vous l'installez, il y a une notion de delegates, c'est-à-dire l'agent lui-même, le cluster lui-même où vous l'installez, il est capable d'aller jouer dedans. Donc soit vous avez plusieurs Litmus KO, un par cluster, soit vous en avez un global et qui va aller se plugger sur vos différents clusters pour aller jouer des scénarios un peu partout. Si vous imaginons que vous avez des clusters Kubernetes un peu de partout, bah vous pourriez très bien jouer des scénarios catastrophes sur plusieurs clouds ou sur plusieurs régions ou sur plusieurs clusters. Ensuite, on a la notion de scénario. Donc, je ne vous présente pas forcément le reste, mais tout le reste, en fait, vous avez le Chaos Hub, c'est là où vous allez retrouver des scénarios tout prêts pour vous aider à construire vos workflows. Vous avez la partie analytics pour faire de l'analyse si vous faites des cron, tout simplement. Quand vous faites vos erreurs, vous avez des probes que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, on va le regarder sur le workflow. Et du coup, après, vous avez l'analytics derrière pour aller voir finalement si votre environnement s'est dégradé ou pas, surtout quand vous faites des scénarios cronés. Ensuite, de la configuration et l'accès à la doc. Sur le scénario, donc j'en ai plein qui ont été joués. Je vais vous montrer en fait ce à quoi ça correspond. On va aller un peu vite volontairement. J'en ferai un en entier. Mais du coup, je vais aller un peu vite. Donc l'idée... Ah, l'effet démon. Donc je n'ai plus de delegate, donc ça veut dire que je n'ai plus accès à mon environnement. Alors... Ah, super.
c'est ballot. Je suis désolé. Je suis spécialiste hein, des effets démo, donc... Alors... Dans le doute, je reboot. Sinon, je vais jouer le scénario moi-même et je vous donnerai les scénarios. Je vous montrerai les scénarios que j'ai joués avant. Pour le coup, s'il a perdu la délégation, ça veut dire qu'il a perdu ses droits sur le cluster. S'il a perdu ses droits sur le cluster, malheureusement, je vais pas pouvoir relancer mon scénario et le temps de réinstaller, je vais perdre trop de temps. Donc je peux jouer les scénarios à la main, c'est pas un souci. Je vais vous montrer du coup les scénarios que j'ai joués avant et on va jouer le scénario à la main. Donc dans l'idée du pod delete, en fait, c'est simple, hein, c'est ce que j'ai fait à l'instant pour Litmus, qui n'a pas fonctionné, qui ne l'a pas remis en place du moins. Le principe de delete un pod, c'est d'aller supprimer cette petite entité qui est dans Cube, d'aller simplement lui dire arrête-toi. C'est ce que va faire Litmus en fait, clairement. Quand il fait un pod delete, son principe, il démarre un job qui fait tout ce qu'il a à faire, il contacte l'API, il dit ce pod là, donc ce pod cast label là dont j'ai fait toute la configuration via l'IHM, tu vas l'arrêter. Et donc du coup il lui balance un stop et puis il peut faire un stop gentil ou il peut faire un stop beaucoup plus violent avec un principe de force. Et donc le pod s'arrête instantanément. Ce faisant en fait c'est... Donc la petite IHM que j'utilise s'appelle K9S. C'est un outil pour faire... c'est une sorte d'IDE pour Cube en shell. Et donc le principe de la configuration que j'avais faite, c'était de dire bah ok, tu vas arrêter le pod body de manière forcée. Et donc ça va vraiment shooter l'image qui est servie par le backend. Donc ça normalement c'est un chaos qui le fait, il le fait de manière récurrente pendant 60 secondes. Donc il y a vraiment toute une intelligence derrière aussi pour faire des vrais stress tests au niveau applicatif pour dire pendant 60 secondes tu la rends indispo pour voir si elle se comporte, si elle change bien de nœud, si elle fait bien ci, si elle fait bien ça. Niveau applicatif, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais recharger, vu que l'image n'est plus servie, l'information disparaît au niveau de l'environnement. Alors sur une fenêtre de 60 secondes, c'est difficile à avoir. Là, je l'ai fait manuellement, du coup, je l'ai. C'est plus facile à avoir quand je le fais manuellement que quand je le fais de manière automatisée. Parce que Litmus, c'est le principe d'un workflow. Il va lancer le workflow et après, je m'en occupe plus. Je vais plutôt aller lire l'analytics derrière pour dire, ok, est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as failé. Le principe du fail est basé sur une probe. Donc je vais vous montrer le red delete. Donc est basé sur un workflow qu'on a là. Il installe ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc le scénario qui s'appelle delete, c'est la capacité qui va permettre à Argo, à Litmus KO de faire cet arrêt. Et après à la fin on a vraiment le job en lui-même qui est le pod delete qui va être en succès ou en arrêt. Donc succès ça veut dire que la probe est toujours disponible. Donc la probe c'est ce que je vais contacter pour savoir si mon application elle est toujours fonctionnelle. Donc c'est un endpoint que je dois contacter, à vous de définir ce qui est pertinent sur votre application. Et derrière, s'il y a la moindre erreur, moi le truc il pète une erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis incapable de servir mes clients au niveau de mon backend. Et donc ça veut dire que pour moi c'est une erreur. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai travaillé dans du bancaire. Alors pas je suis dans une banque mais plutôt dans une fintech. Et en fait quand on avait des erreurs de paiement, souvent on avait des mécanismes de rejeu. Sauf que si la durée pendant laquelle les transactions ne pouvaient plus passer, généralement ça crée des incidents qui pouvaient aller à des pertes entières de chiffre d'affaires. Donc l'idée c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est le pire scénario pour vous, qui va déclencher des problèmes et on va en fait le paramétrer avec l'outil de Chaos Engineering. Hop là. Donc au bout d'un moment, comme je vous dis, Kubernetes est assez intelligent, il redéploie le pod, parce qu'en fait il n'y a rien qui l'en empêchait, hein, c'est juste que le pod a mis du temps à redémarrer, et donc l'application repart. Donc si par contre vous avez une capacité de perdre de la connexion, vous pouvez très bien dire moi je peux en perdre, c'est pas grave. Donc ça c'est pour Red. Red, bon voilà, a voulu aller vite, c'est bien pour du dev. Pour de la prod, on pourra en rediscuter en fonction de vos environnements, ou du temps de redémarrage de vos applications. L'idée ça aurait été plutôt d'avoir deux backends. Kubernetes est assez intelligent, on va faire du round robin sur les backends, c'est-à-dire que votre application va servir l'image. Si j'avais deux backends, deux instances, bah, du coup il y en a une qui meurt, c'est pas grave, il en reste une deuxième. Et donc du coup je peux continuer à bosser, moyennant une petite problématique. La problématique réseau. Votre application meurt, selon comment elle meurt, pendant un certain temps Kubernetes va quand même lui envoyer un peu de flux réseau, et du coup ça créera des problématiques. Sur la maison en bois, donc on a toujours nos labels en bas qui définissent finalement sur quel nœud on peut déployer telle ou telle application.
Donc ça c'est cool pour faire de l'architecture et ça donne la main aux développeurs en fait, hein, surtout pour faire des architectures software. C'est eux qui décident comment ils vont déployer leur application là-dedans. Et ils vont être aidés par des SRE ou par des gens dont c'est le métier pour dire bon attends, place plutôt comme ça au niveau maintenance parce que moi je fais ma maintenance comme ça. Potentiellement, c'est moi, hein, Litmus, hein, là pour le coup Litmus m'aide à le faire, mais moi quand je fais de la maintenance sur Cluster Cube, j'ai pas envie d'appeler les devs pour dire les gars je vais couper tel jour à telle heure mon nœud numéro tant, est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas le principe dans Kubernetes. Donc il faut quand même faciliter la vie. Donc le scénario, je vous l'ai présenté dans l'histoire. Bah, l'idée c'est d'avoir un dernier nœud qui serait en capacité de se redéployer. Il faudrait que j'en ai 4 de nœuds en fait, pour que je puisse déployer X fois mon application, pour que je puisse changer de nœud. Pourquoi? Parce que dans le scénario, en fait, là ce qu'on fait, on va encore plus loin. En fait, on édite les nœuds. Alors ça, je vais pas pouvoir le jouer, je vais le faire différemment. En fait, on édite notre nœud sur lequel est déployée notre application et on va dire tout ce qui tourne à l'instant T sur ce nœud-là dégage. C'est encore plus fort qu'un drain. Donc dans Kubernetes, il existe la notion de drain, c'est-à-dire quand je fais une maintenance sur un nœud, je dis stop, plus personne ne peut travailler sur ce nœud-là. Non, pardon, plus d'applications ne peuvent se scheduler sur ce nœud-là. Ça veut dire que le nœud là passe en rouge, c'est terminé, plus personne ne peut aller se déployer dessus. Par contre, tout ce qui tourne déjà dessus va rester. Ensuite, je vais lancer un drain. Là, je suis vraiment en mode opérateur et puis en mode chaos engineering. Donc en mode opérateur, bah, je vais lancer un drain. Non, je ne vais pas supprimer le nœud, pardon. Hop. Je vais drainer, je vais dire il n'y a pas de grace period, il y a un petit timeout de 5 secondes. Je vais ignorer les daemon sets. Donc quand on fait un drain, une opération de maintenance, on est obligé de le faire comme ça. Et après, du coup, on a la notion de force, c'est-à-dire que je le fais et puis advienne que pourra. Litmus KO, en fait, on peut carrément aller plus loin, c'est dire tout ce qui tourne à l'instant T, vraiment que ce soit n'importe quel type de pod dessus, on le shoot. Dans ce cas-là, si vous êtes sur du cloud, vous allez perdre complètement le nœud. Mais dans son entièreté, pourquoi? Parce que chez les cloud providers, il y a une application qui tourne qui permet en fait de faire la jointure entre l'API et le nœud qui tourne à un instant T. Si ce pod là disparaît, en fait, vous perdez le nœud dans son entièreté en fait. Donc sur les concepts de cloud, vous l'avez moins sur les concepts on-prem. Quand c'est on-prem, c'est vous redémarrez votre nœud. Sur du cloud, en fait, il y a ce pod là, c'est souvent ça s'appelle machin-node, donc selon l'opérateur, ça va être AWS node. Là sur Civo, c'est Civo node. Et du coup, ça va disparaître dans votre environnement. Donc là, vous voyez qu'en fait, il n'y a plus rien dessus. Comme c'est coordonné, en fait, il reste 2-3 applis qui arrivent à ignorer ce truc-là, qui n'ont pas été supprimés. Dans le cas de Litmus KO, je perds carrément les 2 applications qu'il y a là, donc mon nœud est vraiment vide pendant 60 secondes. C'est-à-dire que pendant 60 secondes, en fait, en plus de ça, comme c'est fait de manière assez brutale, Kubernetes ne sait plus ce qui se passe. Donc pour lui, le nœud est toujours vivant. Il sait juste que les applications ne peuvent pas tourner dessus. Donc il ne sait pas quoi faire. Il est un peu entre deux et du coup, il ne sait pas comment réagir. Le dernier scénario, donc c'est Green. En fait, lui, il n'a pas de problème parce que du coup, son application peut se déployer assez facilement. La stratégie de Green est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle force le back-end et le front-end à être ensemble. Yellow, en fait, comme il ne le force pas, j'ai aucune garantie que l'architecture de Yellow soit bien celle-là. Moi, c'est moi qui l'ai faite pour le talk, pour bien montrer le truc. Mais en fait, par défaut, quand je vais déployer mon application, potentiellement, je peux très bien avoir les 2 fronts là, les 2 backs là. Ou je peux très bien avoir les 4 applis ici. Tout va dépendre en fait de comment est faite l'architecture et de quelle est la capacité de chacun de mes nœuds. Donc Kubernetes, lui, il fait du remplissage. Et il fait du remplissage par rapport à ce que donne l'utilisateur. Si le nœud du milieu était le nœud qui était en capacité de recueillir mes 4 applications par rapport aux autres nœuds, ben, j'aurais eu les 4 applications au milieu. Et si j'avais perdu le nœud, j'aurais tout perdu. Voilà pourquoi le pattern de Yellow n'est pas le meilleur pattern de notre environnement. Sur Green, en fait, du coup, bah, vu qu'il a son pattern, ce qui va se passer, c'est que pendant le scheduling, en fait, bah, du coup, il va obliger l'application à être sur le même nœud front et back. Par contre, petit inconvénient, il en faut un, c'est que si je bute, alors, hop là. Par exemple, je vais aller supprimer le body qui est sur le nœud THGU. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'empêche l'application de se rescheduler dessus. Je pète.
Alors, une des deux. Ce qui va se passer, c'est que voilà, elle s'est redéployée parce qu'il y avait l'autre nœud qui était dispo. Mais si j'avais pas eu de nœud dispo, en fait, elle aurait potentiellement pas déployé parce en fait, j'avais plus de pattern qui matchait mon architecture. Donc sur les architectures en plus complexes, vous devez aussi respecter le pattern d'architecture que vous donnez à votre application quand vous faites ça. Là, pour vous démontrer ça, en fait, il faudrait qu'on regarde ensemble des vraies architectures, des vrais schémas d'architecture, sauf que pour un talk, c'est moins cool. Et puis regarder le code derrière pour comprendre le principe des affinités. Sauf que je trouve ça un peu indigeste. Donc si vous voulez, la semaine prochaine, j'ouvre le dépôt Git de ça. Et vous pourrez regarder du coup tout le code qui a été généré grâce à ça. Et le Terraform qui va avec pour la partie Civo. Maintenant, une fois qu'on a vu les patterns de base, donc là c'est des patterns, stratégie de déploiement assez simple. Le plus utilisé, c'est souvent le dernier, ou des fois c'est for d'empoigne, je mets un nombre d'instances dispo, donc 3, 4, 5, et puis je déploie les applications YOLO dedans. Je dis même pas d'anti-affinité, donc tous les fronts peuvent être déployés en même temps, sur la même machine. Et puis si la machine elle est plantée ou qu'elle est mise à jour par un ops, bah, du coup on perd toute l'application. Autre problématique, si je tombe dans ce cas-là, si je tombe dans ce cas-là et que je redéploie les deux nœuds qui étaient morts, en fait l'application va rester sur le nœud numéro 1. Et ce qui va se passer quand je vais faire une opération de maintenance, je vais quand même buter l'application. Pour ça aussi que du coup Cube a ses limites niveau auto et self-healing, parce qu'elle va pas être capable de gérer l'application correctement. Du coup au niveau anti-pattern, il y en a encore d'autres, il y en a plein, je vais en prendre 4 qui me paraissent intéressants. Alors, en fait il y en a plus que 4 mais j'en prends que 4. Le volume. Donc le volume, si je suis sur le mode en disant bah, j'ai deux instances, je peux déployer mon application une comme je veux, machin et tout, j'ai le self-healing donc je m'en fiche, hein, c'est pas grave si le nœud disparaît là, ou que mon application se redéploie, bah, c'est pas grave, elle va revenir à gauche. Sauf que dans la réalité des faits, vous avez un principe sur Kubernetes, c'est que selon l'incident que vous avez au niveau du nœud, je vous disais Kubernetes n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que c'est les voisins de ce nœud là qui vont faire que l'API est au courant que le nœud n'est plus dispo et qui va redéployer votre application derrière. Là, je prends volontairement du temps pour redéployer l'application. Pourquoi? Parce que comme j'ai un volume, ce volume-là, il est attaché au nœud qui est mort. Et selon la technologie que j'ai en sous-jacent, ça veut dire qu'il faut que la techno prenne en compte que le nœud est mort, donc Kubernetes, que l'API communique avec son cloud provider ou avec son outil d'infrastructure, pour pas citer VMware par exemple, lui dise au fait, le nœud il est mort, fais quelque chose. Il faudrait attendre encore 2 minutes. Donc à l'époque, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai attendu 3 minutes complètement pour que mon application redémarre et que mon volume soit détaché du nœud principal, qui était mort, pour revenir sur le nœud secondaire et redéployer mon application et du coup être en capacité de resservir mon backend. En plus de ça, dans ce cas-là, les 3/4 du temps, si l'application et l'API n'ont pas été assez intelligentes pour détacher correctement le volume du nœud qui était mort, le nœud, vous pouvez le jeter à la poubelle ou il faut aller faire des opérations de maintenance manuellement dedans pour aller détacher les volumes à la main avant de redémarrer le nœud. Ça, c'est les joies des API. Je crois que maintenant, avec les nouveaux outils qui sont en œuvre, ça se fait mieux. Ça reste à prouver. Donc du coup, au niveau volume, si vous voulez bosser, si vous bossez avec des volumes, bah, du coup, il faut prendre en compte aussi cette problématique-là. Et donc, vous allez prendre des volumes qui sont plutôt de type distribué. Donc distribué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre volume peut être monté à un instant T et la data, en fait, elle n'est pas que dans votre volume que vous avez monté sur votre bécane, elle est répartie et distribuée sur plusieurs bécanes. Et ça va permettre, en fait, du coup, quand vous allez redéployer votre application, en fait, il va recréer un nouveau volume et se pointer sur le quorum de volume qui reste vivant pour dire bah, la data c'est ça. En fait, il va reconstruire la data et il va vous la refournir au niveau applicatif. Readiness, liveness. Est-ce que c'est un concept qui parle pas du tout à quelqu'un? Ok. Bon, du coup, on va aller vite. Readiness, quand je démarre l'application, là, je l'ai volontairement mal fait, donc vous pourrez aller voir le code hein, quand j'ouvre le dépôt. Si je mets le mauvais point d'entrée pour être en capacité de recevoir du flux réseau, bah, ça veut dire que je vais servir du flux réseau qui n'aboutira à rien. Et donc je vais avoir des erreurs applicatives. Le liveness, à l'inverse, c'est que quand il y a un incident sur l'application, si le liveness est mal configuré, ou que Kubernetes n'a pas eu le temps de savoir que l'application elle était morte, en fait, il va envoyer du flux et vous allez vous retrouver avec une application, en fait, quand bien même vous avez 10 instances, bah, vous allez avoir un fail sur 10 de votre application, c'est du round robin.
Et donc du coup ça créera des incidents. Donc toujours les scénarios qui se répètent et c'est un peu, de toute façon quand on fait du Kubernetes, hein, c'est un peu obsessionnel. Taille de l'image. Alors, il y a taille de l'image, il y en a d'autres, mais taille de l'image. Si votre image elle est grosse, que votre nœud numéro 1 n'a jamais eu l'application, quand vous allez avoir un incident sur le premier nœud, en fait, vous allez potentiellement devoir télécharger un ou plusieurs gigas d'images. Un ou plusieurs gigas, quand vous êtes dans un contexte réseau local, c'est pas trop grave. Quand votre registry est à l'extérieur, que vous avez une connexion internet qui est pas top, bah, ça peut prendre du temps. Ça dépend combien de pods vous devez télécharger aussi. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, 50 pods de 1 giga, ça veut dire que vous allez télécharger 50 gigas à l'instant T. Donc faites attention aussi aux tailles des images. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut que les images soient petites. Parce que en fait, c'est juste que ça comporte aussi des risques sur les redémarrages applicatifs. Et donc ça veut dire que potentiellement, vous avez une partie de votre application qui ne peut pas servir. Donc on va être en mode dégradé parce qu'on va servir l'application à 50%. Mais vous imaginez que si j'ai des incidents qui se produisent en chaîne, bah, ça veut dire que potentiellement je vais créer de plus en plus d'incidents et je n'aurai toujours pas redéployé mon application. Ça vaut aussi pour le temps de démarrage. Quand je parle de taille de l'image, il y a le temps de démarrage de votre application. Là, mon application elle a une timeout de 60 secondes pour démarrer, volontairement. Bah, ça veut dire que j'ai un timeout pendant lequel je suis incapable de servir mon application. Donc si j'ai deux incidents en même temps en parallèle, en fait, l'application ne démarre pas vite. Pourtant c'est du Go, hein, serveur web Go, ça démarre instantanément. Peu de choses près. Bon, les histoires de latence, on va pas s'attarder dessus. Dans le principe, la latence c'est quoi? Ça veut dire que votre application communique avec un back-end. Kubernetes est assez intelligent pour faire de la stratégie de placement. Potentiellement, si vous avez votre back-end qui part dans une autre région ou dans un autre data center, vous allez avoir de la latence induite au niveau applicatif. Si ça part dans un autre cloud provider, on peut aller encore plus loin dans le raisonnement. Du coup, vous allez encore augmenter cette problématique-là de latence et potentiellement vous allez avoir des timeouts sur votre application. Parce qu'en gros, vous allez avoir d'autres problématiques de l'autre côté, des problèmes de tente ou un accès base de données qui est plus long. J'ai vu des communications Oregon-France par exemple. Bah, du coup, on a une latence induite de 300 ms. Selon dans quel milieu vous travaillez, 300 ms c'est beaucoup trop. Et c'est une erreur. Donc faites attention aussi à ces patterns-là en disant t'inquiète pas, on fait du multi-cloud. Ouais, mais du coup, on fait du multi-cloud, mais il faut faire des archis multi-cloud. Il faut penser du coup l'application, et c'est pas que les ops pour le coup, hein, c'est aussi les devs. Il va falloir penser aux problématiques que vous allez avoir en faisant du multi-cloud sur des problématiques de latence. Bon, la morale dans tout ça, parce qu'il y a toujours une morale à un compte. Et je suis un peu rabat-joie sur les bords, donc j'aime bien faire la morale. Je me la fais à moi tous les jours, parce que je suis le premier à proposer des archis à la con tout le temps. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait j'aime bien les archis complexes et j'aime bien me dire j'ai compris le besoin du client donc on va proposer telle archi. Et en fait souvent c'est un peu une usine à gaz au départ et après on élague, on affine et on arrive sur quelque chose qui convient à tout le monde parce qu'il faut prendre en compte plein de sujets. Le coût versus besoin, toujours. Multi-région, je vous disais, il y a les problématiques de latence. Sauf que derrière, vous avez les problématiques de coût. Transférer de la data, si vous avez beaucoup de volume de data qui transite sur votre cluster Kubernetes, si vous faites du multi-région, par exemple chez AWS, ça vous coûte une blinde. Si vous faites du multi-cluster, on n'en parle pas, c'est encore pire. Souvent, quand on sort, en fait, ça coûte très cher. Donc, toujours, on va analyser le coût versus besoin quand on va côté cloud, mais on fait aussi, en fait, on fait rarement on-premise parce qu'on dit c'est pas grave, l'infra elle est payée. C'est pas vrai. Parce que souvent, au niveau capacity planning, quand vous commencez à envoyer sur vos infras, que vous avez les baies réseaux qui tombent, ou que vous avez des ESX qui se sentent pas bien parce qu'ils ont une quarantaine de VM Kubernetes qui envoient dessus, bah, du coup, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, on va toujours analyser, on va se dire, bah, ok, mon application, au final, de quoi elle a besoin? Est-ce que j'ai un réel besoin de multi-cloud? Oui. Pour me garantir quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin à cet instant de me garantir sur le multi-cloud? Et est-ce que je vais déployer 2 fois mon application? Si je déploie 2 fois mon application, est-ce que je suis en actif-actif? Ça veut dire que j'ai 2 fois mon infra qui tourne à un instant T dans 2 cloud providers. Et en plus de ça, j'ai la data qui transite entre les deux pour synchroniser les éléments en base de données. Si je fais de l'imagerie, bah, je vais devoir synchroniser mon imagerie entre les deux. Donc avec toutes les problématiques de coûts que ça engendre. Et du coup, après, c'est toujours une analyse coût-risque. C'était beaucoup fait avant, c'est de moins en moins maintenant accepté de dire ok, on préfère payer pour le risque qu'on comporte parce que le risque il arrive. Perdre un cloud provider, c'est pas perdre une région, pour pas les citer, AWS, c'est pas un problème anodin. C'est arrivé, je sais pas combien de fois, au moins 2-3 fois sur les 4-5 dernières années. Okay, parce qu'il y a un utilisateur qui a fait un /rm au mauvais endroit. Donc, si on prend ça en compte, on va du coup dire, bah, ok, quel est ton type d'application? Est-ce que c'est une application stateless? C'est-à-dire, en fait, elle peut redémarrer autant qu'elle veut, elle contient aucune information sensible, elle n'a pas de
de corps en fait entre guillemets. Donc là c'est le main pour moi. Hein, le main il fait que il a aucun état en fait, il fait que servir une image qui est derrière lui. Bah, du coup il n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc tout va dépendre en fait du type d'application et de la manière dont je l'ai déployé. Si on veut faire bien sur du stateless, normalement on fait 2 fois 2 pods. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 instances front, 2 instances back. On se fiche un peu de savoir où est-ce qu'elles sont distribuées. On essaie juste qu'un instant tel soit pas tout au même endroit. Donc ça c'est plutôt un boulot d'ops, c'est-à-dire de nettoyer un petit peu quand il y a des incidents. Et une fois qu'on a ça en fait, on arrive à quelque chose qui est assez résilient, qui va coûter très peu cher en infra, parce qu'au final il faut que 2 VM, quoi, 2 instances ou 3 max. Et du coup ça nous permet d'aller plus. Sur la partie anti-affinité, donc pour que Yellow soit à peu près fonctionnel, il faudrait qu'il fasse de l'anti-affinité pour éviter de déployer toutes les applications au même endroit au départ. Et après on laisse ce nœud un peu gloubi-boulga, on va mettre potentiellement un peu de front, un peu de back, pour dire au cas où il y a un incident, hop, on les met tous les deux au même endroit. Ou potentiellement en fait, le principe d'anti-affinité c'est quand je démarre, donc c'est au schedule. Donc là on va faire l'inverse, on va dire bah, ok, au runtime, pendant que tu tournes, s'il y a un incident, on autorise l'application à être tout au même endroit, comme ça je peux perdre 2 nœuds sur 3. Et c'est là où ça devient intéressant, de se dire bah, ok, je peux perdre 2 nœuds sur 3, ça reste un bon compromis. Ça coûte un peu, ça offre une meilleure résilience. Par contre, ça demande aussi une surveillance Ops qui est accrue. Hop, pardon, j'ai oublié de parler du dernier. Le dernier, vu que c'est de l'anti-affinité plus de l'affinité applicative, en fait on fait du 2x2, on a besoin de 2 instances avec 2 pods, on se fiche de savoir en fait au final comment c'est placé, parce que du coup il n'y a pas de stratégie de placement par rapport à des nodes selector, c'est directement l'application qui se positionne au départ, donc elle se positionne sur les 2 nœuds, j'en perds un, hop j'ai les 4 instances sur un nœud et ainsi de suite. C'était exactement le dernier schéma que vous avez vu sur Green. Donc du coup c'est le meilleur compromis en termes de coût et en termes de résilience. Alors encore une fois, ça dépend du type applicatif. Là c'est vraiment sur les applications de ce type-là, stateless avec front où on va essentiellement faire du web. Sur un backend, on peut réviser ce jugement-là parce que le backend pour moi est souvent stateful. Parce qu'il y a quand même des traitements qui sont faits, même s'il n'y a pas de jetons, il n'y a rien dedans. Je vois souvent des backends qui sont stateful, quand bien même on me dit non, ils sont stateless. Stateful, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre application à un instant T a quelque chose qui est nécessaire à l'infrastructure. Et que si je le perds, en fait, l'utilisateur perd son chemin utilisateur. C'est-à-dire que ça peut être un token, ça peut être une donnée, une log, ça peut être plein de choses. Et si je perds la log, potentiellement, dans des entreprises, perdre une log, c'est problématique. Pour des contraintes réglementaires, par exemple, il y a des entreprises qui n'ont pas le droit de perdre une seule log applicative de leur environnement. Donc ça veut dire que derrière l'application, quand bien même c'est une application stateless, bah, devient stateful parce qu'il y a un utilisateur qui passe dedans et je dois impérativement savoir ce qu'il a fait à l'instant T et le garder en mémoire. Donc vous avez les patterns, j'accélère un peu, comme ça je vous laisse les questions. Vous avez les patterns, l'idée c'est de dire à chaque fois coût versus besoin tout le temps. Et des fois qui peut le plus, peut le moins. N'hésitez pas à mixer vos applications, parce que c'est rare que des entreprises se disent ce workload-là n'a pas le droit de tourner avec celui-là, donc on va lui faire des nœuds dédiés. Souvent vous allez plutôt faire des clusters cubes dédiés, dans ce cas-là, des mini-clusters par application, au lieu de faire des mono-clusters comme c'était le cas il y a quelques années en arrière. Donc là on change de paradigme d'architecture, mais c'est pas le talk d'aujourd'hui. Après toutes les problématiques que je n'ai pas abordées aujourd'hui, il y en a encore plein. API, S3, data, log, latence, comment on adresse tout ça? Et une fois qu'on sait comment l'adresser, quel coût ça a derrière? Ça évite pas les problèmes entre le clavier et la chaise. Merci Amazon. Et il y aura une autre version de ce talk plus tard. 2023, 2024, on verra. Je vous remercie. Alors si vous voulez poser des questions, pas trop longues, je suis incapable de répéter. C'est cool. C'était clair? Ça veut dire ça alors, hein. Ou j'intimide. Les gens ont peur. Je mords pas, hein, promis. À ce qui paraît. Tous les concepts étaient clairs pour vous du coup? Par rapport aux connaissances initiales. C'est dommage que j'ai pas pu vous montrer Litmus KO parce qu'en fait la création d'un scénario sur Litmus KO est vraiment très simple. Donc c'est vraiment une IHM, un graphique. Vous sélectionnez vos modules d'implémentation. Il est capable aussi d'aller agir sur l'infrastructure. J'ai parlé beaucoup de dire que Litmus était assez intelligent pour aller buter des nœuds. Du coup j'ai profité du temps qui reste pour parler de ça. En fait il peut vraiment, vous pouvez très bien lui donner des accès à des clés SSH pour qu'il soit en capacité d'aller rebooter un démon Docker, d'aller détruire, reboot une VM.
des choses comme ça. Donc il est capable aussi de faire du legacy entre guillemets sur bon, le but c'est de faire sur un environnement cube, mais vous pouvez très bien aller jouer sur du cloud. Il a des scénarios et des steps de scénarios sur du cloud. Et après vous trouvez aussi sur internet des choses qui sont faites. Il y a, pendant que j'ai fait le talk là, j'ai refait la révision pour du coup pour Volcamp. J'ai trouvé Harness, donc qui a intégré une notion de chaos engineering en fait et qui du coup se base sur Litmus. Et donc ils ont créé une sorte de chaos center pour gérer ça. Et ça permet de déployer en fait en quelques minutes un Litmus KO dans un cluster cube et vous avez un control plane du coup externalisé. Et en plus de ça, il vous file plein de workflows un peu typés, un peu intéressants, qui sont assez proches de ce qu'on ferait dans une production. Disant je vais péter le AVM, je vais péter le pod, je vais péter ci. Donc en fait les scénarios peuvent être vraiment très complexes parce que des fois vos applications, un truc qui redémarre, on le voit pas. Deux trucs qui redémarrent, on commence à sentir qu'il y a des petits problèmes. Et puis des fois quand ça commence à s'enchaîner, en fait ça va faire des effets de contention. Et c'est là où on a des vrais soucis. Donc le chaos engineering, en plus de ça, c'est un vrai métier. Je suis pas chaos engineer, hein, moi je suis utilisateur. Mais du coup, sur les effets de bord, souvent j'en ai vu des effets de bord en disant un problème réseau là, un cluster cube qui se met à consommer de la bande passante, et du coup, en fait, c'est un effet boule de neige. On a une application tierce qui commence à ne plus pouvoir servir ses clients. Et ça n'avait rien à voir en fait, hein. Du coup, l'application elle fonctionnait très bien, elle allait très bien. Et c'était la bande passante Goldback qui était pas bien à cause d'un cluster Kubernetes qui avait eu des charges mémoire en fait inutiles sur certaines applications. Ça, Linux peut vous le faire. Il peut augmenter la charge des nœuds, il peut faire plein de choses. Dernier détail, quand je parlais de la taille des images par exemple, si vous devez télécharger 10 Go d'images à un instant T, il faut être sûr que votre bande passante de l'entreprise, alors si vous êtes sur Amazon, souvent ils vont pas avoir trop de soucis. Mais si vous êtes sur du on-premise, quelle est votre bande passante de votre data center? Et est-ce que vous êtes en capacité de télécharger 10 Go, 20 Go, 30 Go? Et gardez ça à l'esprit, parce que du coup, en fait, si vous créez un incident sur une VM qui va se le mettre à télécharger, bah, vous allez potentiellement créer un incident global sur le data center. Et un incident global sur le data center, après vous avez le DSI qui va venir voir en disant qu'est-ce que tu as fait? Bon, généralement, ils sont intelligents, maintenant ils comprennent que bah, c'est comme ça et c'est pas notre faute. Mais du coup, l'idée c'est aussi d'avoir ça et de dire voilà, on a des problématiques là-dessus, on peut pointer du doigt des vraies problématiques dans son infra qui n'ont pas de premier lien avec Cube. Télécharger 10 Go d'images, ça n'a pas forcément de lien avec Cube. Voilà, bah, je vous remercie du coup. Et n'hésitez pas.